RCF. Bonjour, c'est Élise. Histoire de chute. Boris Hugo nous invite dans un court roman à vivre le quotidien de gardiens de la paix, flics en tenue, ceux que l'on croise chaque jour et dont on parle peu, si ce n'est quand il y a eu de bonnes bagarres. Mais qui sont-ils vraiment ? Des hommes et des femmes et des hommes, dissimulés sous leur uniforme. Voici une mission inhabituelle un soir d'été pour Virginie, Eric et Alexandre qui doivent reconduire un étranger à la frontière. Virginie est en plein chaos personnel. Et les deux hommes, je trouve, un peu ballots. Ils n'ont pas la résistance ou l'intelligence de Virginie. Bon, on va les découvrir. Un huis clos très tendu jusqu'à l'embarquement à Roissy. Police, alors c'est écrit à l'envers pour que dans une glace on le voit à l'endroit, de Hugo Boris, est publié chez Grasset. Antoine Rau se penche sur un jeune homme qui se réveille amnésique en 1918. Il a tout oublié, son passé, son nom, mais il parle aussi bien l'allemand que le français. Et s'il devenait l'espion idéal pour les services secrets français qui lui donnent l'identité d'un soldat allemand disparu? La grande question, c'est comment devenir un autre quand on n'est personne. La danse des vivants d'Antoine Rau était publiée chez Albin Michel. Après Pierre-Guillaume Deroux, Jean-François Roseau nous offre un deuxième roman qui raconte l'histoire presque vraie. C'est ça l'histoire presque vraie. C'est de votre imagination ensuite. Vous nous direz ça tout à l'heure. D'Albert Preziosi, héros méconnu de la France libre. Lui, il est né en Corse en 1915. Albert est l'un des tout premiers pilotes à refuser l'armistice en 1940. Il part donc à Londres, puis au Caire, gagne la Libye, avant de pousser jusqu'en Russie en passant par le Liban. Mais c'est la partie Libye qui va nous intéresser. Le désert, une légende dit, Albert Preziosi serait le père de Muammar Kadhafi. Mon Dieu, quelle histoire! Avec la belle Aïcha, une liaison entre une bédouine et lui. D'où serait né le guide? C'est un peu le mythe d'Icare revisité que l'auteur ressuscite pour nous. La chute d'Icare de Jean-François Roseau, c'est publié chez De Fallois. Tout petit extrait du Stabat Mater de Schubert, c'est magnifique, il faut l'écouter en entier, mais on n'a pas le temps. Chœurs et ensemble vocal de Lausanne sous la direction de Michel Corboz. Au fil des pages, RCF. Avec nos invités, Police d'Hugo Boris, c'est publié chez Grasset. La danse des vivants d'Antoine Rau, c'est publié chez Albin Michel. La chute d'Icare de Jean-François Roseau, c'est publié chez De Fallois. Je me tourne vers vous, Antoine. La danse des vivants, c'est aussi un très beau, très grand livre. Alors, très grand par le sujet traité. Ils peuvent être très courts et très bons. C'est le cas chez Hugo. Vous, il est un peu plus volumineux à lire. Mais je pense que le sujet s'y prêtait. C'était nécessaire. Oui, c'est un roman d'aventure avec beaucoup de rebondissements. Beaucoup de rebondissements et vous m'avez parfois mis la larme à l'œil. Parce que c'est dans les débuts, alors que bon, là on sait, il n'y a pas trop de suspense, mais bon, pour la fin, reste à savoir s'il la retrouvera sa mémoire. Peut-être que c'est pas dans ce livre-là, je ne sais pas. Moi j'aurais aimé savoir, parce que c'est une fin ouverte, comme un lit qu'on découvre, on se glisse dedans et c'est tout. Donc bon... On commence par la fin, c'est volontairement une fin ouverte. Oui. C'est volontairement une fin ouverte, mais
quand on le retrouve sur ce champ de bataille, comme il est il a un certain grade, donc on va faire des recherches, essayer de le replacer dans sa famille. Tant de familles cherchent les disparus de la guerre. Hein, on a vu des gens qui avaient perdu la mémoire ou qui ne peuvent plus s'exprimer, etc. Et il est pourtant reconnu par l'homme qui lui a donné son nom. Oui, c'est ça. Et ça m'a, en tant que femme, en tant que mère, ça m'a fait mal. Mais c'était nécessaire dans ce roman, j'imagine. Oui, c'est-à-dire que c'est un roman donc le personnage lui est amnésique, ne sait plus qui il est ni comment il s'appelle dès le départ puisqu'il a eu parle encore deux langues. un shell shock, mais il a gardé il garde son don des langues. Il parle aussi d'ailleurs en partie un peu de russe. Le russe et il comprend l'anglais. Il s'aperçoit qu'il comprend l'anglais. Il est polyglotte. Il a fait des études certainement littéraires, mais il ne sait pas du tout d'où il vient. En revanche, le lecteur lui rentre dans son histoire qui est donc il est le fruit d'un amour entre une Alsacienne et un Allemand dont on ne connaît pas l'identité. Et en fait, cette Alsacienne, avec un enfant illégitime, a épousé un richissime banquier alsacien parisien. Qui a opté pour la France. Qui s'appelle Alfred Hirsheim. Et en fait, cet homme a été fou amoureux de la mère donc du personnage dont on va découvrir qu'il s'appelle Charles en fait. Oui, voilà. Oui, Sa mère, vous l'appelez Charles pour que ça soit plus simple pour nous. Hein. Au moment où oui. au moment où on comprend que c'est lui, Oui, enfin, au moment oui. où le chef du service secret est sûr que c'est bien lui en fait. Et donc ce jeune homme donc a une mère qui s'appelle Faustine et qui a été donc follement aimée par ce banquier Alfred Hirsheim. Qui lui a fait une fille. Et il lui a fait une fille. Voilà. Alors c'est peut-être pour de bases questions d'héritage. Si finalement on l'a pas retrouvé, tout ira à la fifi quoi. Alors ça exactement, c'est une de ses conditions. Mais aussi il est jaloux parce qu'au fond cette femme qu'il adore, il ne l'a jamais vraiment possédée, elle ne l'aime pas. Oui, une sorte de jalousie. Elle vient avec un enfant, ça veut dire qu'un autre l'a aimé. Voilà, et cet autre, il est omniprésent. Il est tout le temps dans les pensées de la femme qu'il aime. Donc il en développe une haine à l'égard de ce Charles. Alors celui-là, j'avais envie de le claquer. Hein. Ouais, mais ça lui arrivera peut-être. C'est bien montré, on va pas tout dire. Ou dans des suites. Mais voilà, et donc c'est un personnage qui est assez, mais en même temps il est humain. Finalement, on peut on peut comprendre. Il est monstrueux, mais il est humain. Voilà. Oui, on peut comprendre certaines réactions. Donc en fait, le jour où le service il y avait un service très important au ministère de la Guerre qui consistait à prévenir les familles, soit d'une mort, soit à essayer d'identifier un disparu, vivant ou mort, ou blessé. Alors, on va assister. On assiste à ça. Oui. Donc, et c'est lui qui il y va sans sa femme, volontairement, et on lui présente des photos. Et en fait, il reconnaît. Il reconnaît évidemment, il nie l'évidence. Seulement, il est surpris par un des officiers qui est là, qui est un responsable des services secrets, et qui lui sait qu'il ment. Mais voilà, on ne peut pas faire autrement, puisqu'il a menti. Il l'a mais déclaré. c'est un personnage très important, le père, enfin le père officiel, Alfred Hirsheim, ce banquier, il est tellement important que c'est un ami personnel de Georges Clemenceau. Oui, c'est ça, c'est ce que vous montrez. Donc on peut pas mettre en doute sa parole, même si on disait mais moi je sais qu'il s'est trompé, etc. Donc il fallait que ce soit ainsi. Alors ce qui est intéressant, c'est de montrer à partir de là, comment devenir quelqu'un, la phrase que j'ai citée, quand on est personne, parce que lui il y arrive pas. Alors il aura quand même bien par à coup des éclats de mémoire qui vont venir. Il va se souvenir d'une explosion dans la tranchée, son ami couvert de boue, etc. Mais il en sait pas plus. Mais comme on le reconnaît pas, on peut pas l'aider à faire ressurgir. Au tout début, donc en fait, ce qui est arrivé à beaucoup de soldats qui avaient des traumatismes physiques ou psychiques, mais qui n'avaient pas de blessures, qui n'avaient pas perdu un œil ou un bras ou la moitié du visage, qui avaient simplement ces traumatismes. On voit, je sais pas si ces images il y a eu des images filmées de ces gens qui tremblaient de tous leurs membres, qui étaient tout nus, qu'on voyait après la guerre, donc qui étaient considérés comme des fous ou des débiles. Et alors, souvent, on pensait aussi qu'ils simulaient. Oui. Parce qu'on avait tellement besoin de main d'œuvre, de chair à canon. Parce qu'ils ne voulaient pas retourner au front. Et voilà. Donc il y en avait qui simulaient, mais il y en avait pour lesquels c'était sans doute une minorité. Et donc on les soumettait à des traitements assez durs qui paraissent les barbares. électrochocs, c'est terrible. Alors on suit le personnage, et on voit la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, ce qu'il peut supporter ou pas supporter. Exactement. Et finalement, cet officier des renseignements a une idée, puisqu'il parle parfaitement allemand, autant essayer d'en faire un espion. Oui, c'est
cet homme donc parle aussi bien le français que l'allemand sans accent, donc n'ayant aucune identité, il peut pratiquement pas se faire prendre, il peut trahir, qu'est-ce qu'il peut trahir? Personne pratiquement, et donc il lui propose de devenir quelqu'un d'autre. Lerner. Voilà, Gustave Lerner, donc qui était lui aussi un officier allemand, mais qui lui est mort. Dont les Français savent qu'il est mort, ils ont omis de le signaler à sa famille et aux Allemands, ce qui arrivait à l'époque, ce qui est très cynique aussi, et donc il ressemble fort à physiquement. Il y a une ressemblance, ils ont toutes les photos et ils se sont aperçus que c'était pas mal de lui donner l'identité de celui-là. Parce qu'il suffisait de lui mettre une petite moustache et vraiment... Et c'est parfait. Et c'était parfait. Alors, où vous avez eu cette idée, Antoine Rau, de traiter ce sujet-là, la danse des vivants, à partir d'un personnage, vous aviez lu beaucoup, vous êtes passionné d'histoire, comment c'est venu? Tout ça, d'abord l'envie de raconter une histoire d'aventure, une histoire d'aventure populaire qui me plaise à moi d'abord, donc qui entraîne ce personnage à travers l'Europe. On vous suit. Hein. Voilà, j'avais envie que ça se passe à travers l'Europe. Parce que et donc ce personnage, au fond, qui ne sait pas qui il est délivré de toute forme de préjugés, parce qu'il n'est ni français, ni allemand, ni quoi que ce soit. Oui, et on dit d'ailleurs à un moment donné, c'est bien parce que il peut très bien aller travailler en Allemagne, avec les Allemands. Il ira sur le front beaucoup plus loin d'ailleurs dans aussi, la Baltique. Et il n'a pas la haine des Allemands. Alors un Français qui travaillerait en faisant croire qu'il est un Allemand, s'il a la haine de l'Allemagne, un jour ou l'autre, il va se trahir. Sinon la haine, ils ont tous des préjugés extrêmement forts. Oui. Par exemple, dans les vrais espions qu'on a envoyés à Berlin, qui étaient souvent donc germanophiles, c'est arrivé. Mais ils considéraient que les Allemands étaient véritablement des barbares guerriers, tous. Georges Clémenceau le considérait aussi. Il les aimait pas beaucoup. Il les aimait pas beaucoup, mais il était incapable de penser que les grands l'état-major allemand, qui étaient donc fidèles au Kaiser et qui étaient qui était un autre monde, n'étaient pas forcément les mêmes hommes que les jeunes sociodémocrates allemands qui créaient la République de Weimar. On n'a pas fait confiance à un nouveau monde, parce qu'on était prisonnier de ses préjugés. Donc moi je trouvais ça intéressant d'avoir ce personnage qui est comme un Candide, qui traverse l'histoire et qui les regarde sans les juger. D'ailleurs, j'étais sensible au fait que Hugo Boris disait qu'il ne juge pas ses personnages. Je trouve que c'est une chose essentielle. Normalement pas. Exactement. Mais c'est pareil chez Jean-François Roseau. Il n'y a pas de jugement, mais on raconte une histoire. C'est ça. Donc il faut toujours se mettre du point de vue de chacun. Donc, quand j'évoque certains nombres de personnages réels, comme Clémenceau, ou bien du côté allemand, par exemple Brockdorf Rantzau, qui représentait l'Allemagne au traité de Versailles, était un grand diplomate, je raconte le point de vue de chacun. Sans le juger. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Alors, et on va voir, évidemment, il y aura des failles, parce que il y a des bagarres dans la Baltique, il a des gens autour de lui, et évidemment, la langue maternelle, à l'occasion de certains faits dramatiques ou dans la bataille, c'est peut-être le français qui risque de ressurgir. Oui, là, vous faites allusion à un moment tragique de l'histoire. Tragique de l'histoire, oui, où on va le dénoncer, essayer de le dénoncer. Parce qu'en fait, les rares souvenirs qui lui sont revenus sont des souvenirs d'atrocités de la guerre, et il avait un camarade quand il était français, qui s'appelait Maurice, et qui est mort sous ses yeux. Oui, il l'a vu mourir et c'était un choc. C'est vraiment un choc. Et cet homme qui, en permanence, se cherche finalement un ami, quelqu'un qu'il aime et qui puisse aimer, il va s'attacher à un autre soldat en Allemagne qui s'appelle Hans. Et ce pauvre Hans va également mourir sous ses yeux. Et il va se précipiter vers lui, et à ce moment-là, il va se mettre à parler en français et l'appeler Maurice. Il y a une espèce de confusion qui se produit dans son esprit. Malheureusement, ça se produit sous les yeux d'un lieutenant allemand qu'il déteste et qui va se poser des questions. Oui, et bon, on dit pas comment ça finit. Faut laisser aux lectrices et lecteurs le plaisir de découvrir. Est-ce que écrire ce roman a été douloureux pour vous, Antoine? Non. Non? Douloureux, non. C'est-à-dire, écrire, c'est toujours un doute permanent. On essaie toujours de faire mieux au fil des pages. Il y a certains jours on est content et le lendemain on trouve que vraiment c'était pas bien du tout. Mais ça c'est quel que soit le sujet. Mais autrement non, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'aime voyager, parce que j'avais envie d'un roman qui soit européen, parce que j'avais envie d'un roman qui réfléchisse un peu à cette question de l'identité à la fois personnelle et collective. Donc j'étais dans des thématiques qui me touchent beaucoup en ce moment, donc et ça me plaît tellement que j'écris la suite en fait. L'éditeur est d'accord? L'éditeur est d'accord. Ah bon, alors vous nous rassurez, on saura. Il m'a encouragé à le faire. Le lit ouvert, on saura. Si, dont les draps, les secrets ressurgissent. Donc, non, mais c'est très bien.
Alors je vais lire le petit extrait au moment où on arrête l'autre, etc. Friedrich von Melk claque des talons et se retire, les oreilles rouges. Il est blessé et contient sa colère. Adolf Korwitz se déshabille, puis s'agenouille pour sa prière du soir. Il a soudain le sentiment que même ici, au sein du dernier bastion de la résistance à l'effondrement moral, au sein de la dernière armée des véritables guerriers, quelque chose de pourri, quelque chose de médiocre a commencé de se répandre comme une grande graine. Ils étaient venus pour faire de la Courlande et plus largement de la Baltique une terre allemande, un espoir allemand, le début de la relève allemande. Et voilà que tout et tous se liguaient contre eux. La cynique Angleterre s'était servie d'eux pour ensuite s'allier avec les Lettons et les Estoniens contre eux. Et maintenant, ces lâches, ces traites de Weimar signaient le traité de paix. Mais tout cela ne serait rien si, ici, ils continuaient d'entretenir la flamme du courage et de l'honneur. Or, que voit-il parmi ces hommes? La fatigue, le découragement, bon, ça se comprend. Mais le mensonge, la jalousie, la suspicion, on ne peut pas être des hommes ordinaires, putain de bordel de Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Voilà que moi aussi, je me laisse aller. Il se signe, implore le pardon du Seigneur, se couche à plat sur le sol pour exprimer son repentir, puis se glisse sur son lit de camp, ferme les yeux et revoit son père, si beau, dans son bel uniforme d'officier prussien de la guerre de 70, son Dieu. Eh bien, je pense que vous le savez, c'est Beethoven que nous écoutons, la sonate numéro 1 en ré majeur, opus 12. C'est Christian Ferras qui est au violon et Pierre Barbizet au piano. Au fil des pages, RCF. Avec nos invités et des livres à lire, Jean-François Roseau, La chute d'Icare chez De Fallois, Antoine Rau, La danse des vivants chez Albin Michel, Hugo Boris, Police chez Grasset. Eh bien, messieurs, je vais vous poser quelques petites questions personnelles. Je vous mets un peu sur le grill. Allez, Jean-François, quand vous étiez petit garçon ou adolescent, un livre que vous avez lu et que vous n'avez jamais oublié? Le Grand Maulne. Le Grand Maulne, très bien.
Et vous, Antoine? Il est cité dans mon livre, Le Grand Monde, justement. Oui. Mais Crime et Châtiment. Crime et châtiment, Dostoïevski. Oh, je me rappelle, heureusement. Et vous, Hugo Boris? Un livre de littérature jeunesse, Vendredi ou La vie sauvage. Michel Tournier. Voilà. Bon, quand vous écrivez, plume, ordinateur ou les deux, matin ou soir, seul ou dans un café, Jean-François? Malheureusement, ordinateur, plutôt le soir. Plutôt le soir, seul. Et chez moi. Oui. Antoine? Moi, j'ai essayé l'ordinateur, mais non, en fait, j'écris à la plume et j'écris en plus debout maintenant. Ah, vous faites comme Henri Troyat, Exactement. devant son public. Et Victor Hugo? Oui, Mais c'est à mon âge, c'est pour le dos, c'est mieux. c'est mieux. Bon, et vous, Hugo? Stylo. Stylo. Un mot que vous aimez par-dessus tout dans la langue française, soit pour la signification ou la sonorité, Jean-François? Procrastination. Oui, c'est remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, c'est pas ce que font les écrivains. Antoine? Amour. Amour, c'est beau. J'ai cosmonaute. Cosmonaute. On retrouve ce qui s'est passé dans le cosmos. Bon, eh bien,